Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 2 août 2026, je partage une réflexion avec vous que j'ai intitulée Guerre à l'est de la RDC, 30 ans de tragédie, la chronologie pour comprendre les génocosts. Ce 2 août 2026, la RDC commémore les génocosts, compris comme les génocides pour des gains économiques. Pourtant, une grande partie de la jeunesse entre 18 et 35 ans, et même beaucoup d'adultes, peinent encore à saisir toute la portée historique de cette date. Comprendre les génocosts, c'est retracer 30 ans de conflits, de pièges géopolitiques et de pillages systématiques organisés. Voici la chronologie des faits de la chute d'Isaïe au piège des rébellions entre 1990 et 2026. De 1990 à 1994, ce sont les prémices régionales et nationales. Entre 1990 et 1991, au Rwanda, le Front patriotique rwandais FPR lance son offensive depuis l'Ouganda. Au Zaïre, le régime affaibli de Mobutu annonce le multipartisme et convoque la conférence nationale souveraine. Entre 1991 et 1992, élection d'Étienne Tshisekedi Omulumba comme Premier ministre, et précisément c'était le 15 août 1992, mais immédiatement empêché par Mobutu d'exercer ses fonctions. Les Zaïre sombrent dans le chaos, marqués par des pillages systématiques et la fuite des investisseurs. 6 avril 1994, assassinat du président Juvenal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Taramira du Burundi. Le FPR prend le pouvoir à Kigali dans un environnement de massacres sélectifs, reconnu plus tard comme génocide, avec une simulation de Paul Kagame comme vice-président, pourtant véritable chef d'État, devant une opinion internationale certainement naïve et une façade dirigée par le pasteur Bizimungu. Entre-temps, des millions de Rwandais, dont les ex-forces armées rwandaises et les miliciens interahamwe, traversent les frontières congolaises. Ils s'installent dans les camps de Mugunga à l'ouest de Goma, dans les Nyiragongo et dans les camps Kaindo en territoire de Rutshuru. Entre 1996 et 1998, l'AFDL est le premier piège sécuritaire. En 1996, c'est l'éclatement de la guerre à l'Est menée par l'AFDL avec 4 figures de proue. 1. Laurent Désiré Kabila. 2. André Kissasou Ngandu. 3. Anselme Massassou Nindaga. Et 4. Deogracias Bouguera. Tous tués plus tard, sauf le dernier, à savoir Deogracias Bouguera. Le Rwanda justifie son entrée à cette époque en guerre au motif de poursuivre les miliciens rwandais qui, dit-il, s'organisent militairement sur le territoire congolais. 17 mai 1997, l'AFDL prend Kinshasa et Mzee Laurent Désiré Kabila devient président. Cherchant à noyauter l'appareil sécuritaire congolais, le Rwanda impose James Kabarebe comme chef d'état-major général de l'armée. En juillet 1998, conscient du danger et du piège d'occupation, Laurent Désiré Kabila ordonne le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Tenez, James Kabarebe et le colonel Dan sont renvoyés à Kigali et Joseph Kabila, avec une forte délégation, les y accompagne et rentre le même jour. 2 août 1998 jusqu'en 2003, c'est le déclenchement du génocide et l'occupation. Parce que le 2 août 1998, en réponse au renvoi de leurs troupes, les militaires rwandais se replient sur Goma et créent le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Comme toujours, ils mettent un Congolais à l'avant-plan pour lire les communiqués de destitution du président Laurent Désiré Kabila sur les antennes de la RTNC Goma. Il s'agit de Sylvain Bouki, qui sera aussi tué plus tard. En même temps, les militaires rwandais tentent une expédition au Congo central jusque dans les encablures de Kinshasa. Les gens se souviennent des opérations de Tchangou. C'est le début officiel du drame et des massacres à grande échelle en République démocratique du Congo. Des horreurs sanglantes frappent le nord et le sud Kivu. Plusieurs massacres sont commis à Kasika et à Makobola. Femmes, enfants et bébés sont assassinés, les uns enterrés vivants à Kilungutwe, à Kalama, à Kasika. Là, nous sommes en territoire de Mwenga,
le 24 août 1998. On note dans la même veine le massacre de Makobola, là c'est dans la nuit du 30 au 31 décembre 1998. Alors, de 1998 à 2003, Kigali contrôle pendant 5 ans le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et une partie du Haut-Katanga, espace pourtant supposé abriter les Interahamwe qui transformeront leur appellation en FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Alors, 16 janvier 2001, assassinat dramatique de Mzee Laurent Désiré Kabila. 10 jours plus tard, Joseph Kabila Kabange est installé au pouvoir dans des circonstances peu connues du public, mais orchestrées par une poignée de figures du régime, dont Moïse Kongolo, Gaënta Kakouji, Général Louecha, Général Sikatenda, tous morts dans les conditions non élucidées, et bien sûr d'autres survivants qui se reconnaissent dans cette tribune. 17 décembre 2002 jusqu'en 2003, clôture du dialogue de Sun City avec l'accord global et inclusif et mise en place du gouvernement de transition. 2004-2012, c'est la métamorphose des chevaux de Troie. Parce qu'en 2004, c'est l'attaque ratée de Bukavu par Gilles Mutebusi et Laurent Kunda. En 2006, Kigali crée une nouvelle faction armée, le Congrès national pour la défense du peuple CNDP de Laurent Kunda. Le 23 mars 2009, c'est la signature des accords de Goma, un accord piège d'intégration qui servira de terreau à la création en avril 2012 du M23 par le Rwanda. 2019-2022, c'est la rupture politique et la résurrection du M23. Parce qu'en 2019, Félix Antoine Tshisekedi succède à Joseph Kabila, mais en 2020, il déboulonne le système Kabila et crée l'Union sacrée de la nation. Entre 2021 et 2022, le M23 est ressuscité par le Rwanda. S'agit-il d'une simple coïncidence face au démantèlement du réseau Kabila ou d'une stratégie de déstabilisation coordonnée? Alors, 2025-2026, c'est le retour au point de départ. Parce qu'en 2025, la ville de Goma tombe sous le contrôle des forces rwandaises. Joseph Kabila y réapparaît contre toute attente. Par la voix de Kikabin Karoubi, il affirme que le combat du M23 rejoint les siens. Une déclaration qui choque la nation qu'il a dirigée pendant 18 ans, de 2001 à 2019. Poursuivi par la justice congolaise, après la levée de ses immunités parlementaires, Joseph Kabila défie l'État. Parce que de la présidence à la rébellion, le parcours boucle la boucle. Chasser les naturels, il revient au galop. Alors, les leçons d'histoire, les constats et devoirs de mémoire. Une guerre d'occupation sous fausse bannière. Depuis 1996, la stratégie régionale n'a pas changé. RCD, CNDP, M23, les sigles évoluent, mais les donneurs d'ordre restent les mêmes. Chaque accord de paix fausse a servi à infiltrer les institutions et l'armée congolaise. Le génocide n'est pas un vain mot, il résume les coûts humains effroyables d'une guerre économique et géopolitique. Derrière les enjeux miniers et les ambitions territoriales, ce sont les millions de vies congolaises brisées dans l'indifférence internationale. Alors, 1996-2026, c'est 30 ans de souffrance, 30 ans de massacres, 30 ans de pillages. Voilà tous les sens du génocide que la jeunesse congolaise a le devoir d'apprendre, de comprendre et de ne plus jamais oublier. On peut tout dire du président Félix Antoine Tshisekedi, mais l'histoire retiendra qu'il aura été le tout premier chef d'État de la RDC à instituer cette journée commémorative du génocide. Une décision capitale pour que les générations présentes et futures se souviennent et pour que la jeunesse prenne pleinement conscience que la région des Grands Lacs abrite l'un des plus grands sanguinaires de tous les temps, à savoir Paul Kagame. En 30 ans, l'expédition de ses troupes et de ses proxys en sol congolais a occasionné plus de 10 millions de morts et près de 500 000 femmes violées. La gravité de ces bilans tragiques ne doit plus seulement susciter des pleurs, mais imposer un changement radical de paradigme dans la gouvernance et la doctrine de défense de la République. Alors, la loi du jetable est la leçon suprême de ces 30 ans. Chaque fois que Kigali a instrumentalisé des Congolais, ceux-ci finissent par être liquidés.
La liste des figures citées dans cette tribune en est la preuve irréfutable. Ceux qui échappent sont soit des marionnettes en sursis ou des complices stratégiques. Soyons avertis par l'histoire. La République a le devoir impérieux d'ouvrir les yeux et d'exercer une vigilance absolue. Allons au dialogue avec cette vérité en tête. C'est l'histoire immédiate que nous a appris Benoît Verhagen. Julien Paluka Ongia, politologue congolais. Je vous remercie.